Bien, bonjour à tous et merci d'être là pour ce dernier jour de ce cours expo. Bien chargé en termes de conférences aujourd'hui, je vous invite à regarder les petits panneaux qui se situent devant les salles et puis également le petit plan où toutes les conférences sont précisées. Alors aujourd'hui, juste après cette conférence, on va parler de formation avec les modules courts, de l'ouragan Irma, de la résilience et des drones, entre autres. Voilà, donc ça, ce sera tout au long de la journée. Mais on va commencer tout de suite avec cette table ronde d'une heure autour du thème glucomètre ECG, outils médicaux ou secouristes. Point d'interrogation. Voilà, vous l'avez compris, on va surtout parler délégation du savoir médical et des gestes sous protocole parce qu'on sait que sur le terrain, eh bien, la pratique précède souvent la légalité. Alors, est-ce qu'un secouriste formé et informé peut réaliser ces gestes par lui-même ou bien est-ce qu'ils doivent rester l'apanage des médecins, des infirmiers, des ambulanciers sous protocole? Eh bien, nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités que je vais présenter donc dans l'ordre de leur placement. Le médecin général Henri Julien, président de la Société française de médecine de catastrophe. À ses côtés, Franck Pilorget, vice-président de l'Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers. À ses côtés également, le docteur Didier Pourré, médecin-chef au SDIS 01, président délégué de la commission technique et pédagogique du SUAP et secourisme de la FNSPF. À ses côtés également, donc, Laurent Facon, directeur de l'Institut de formation des ambulanciers de la Croix-Rouge de Paris. Et pour finir, Gérald Durbas, infirmier référent du collectif ambulancier des transports sanitaires et d'urgence. Et on va déjà les applaudir et les remercier pour leur présence. Bien, Henri Julien, je vais vous laisser la parole. Qu'est-ce que vous inspire d'ores et déjà cette thématique, s'il vous plaît? Alors déjà, bonjour tout le monde, je suis très heureux que vous m'ayez invité, que vous ayez invité le vieux, voilà. Et, parce que c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui et qui est ancien. Et on en fait un problème de droit, de réglementation, et c'est ce que vous avez fait un petit peu. Mais moi, je voudrais deux éclairages différents. C'est peut-être parce que je suis à l'Académie de médecine maintenant, mais au plan éthique, j'entends, hein, vraiment moral, est-ce qu'on a le droit de priver une victime ou un patient d'un geste qui peut l'aider, qui existe et dont on sait pertinemment qu'il n'a aucune conséquence négative pour cet individu qui ne peut amener que du bien? Est-ce que vraiment on a le droit éthiquement, au plan éthique, est-ce qu'on a le droit de le priver de ce moyen? Voilà. Alors moi je citerai deux situations où ça a évolué. Vous savez que je suis militaire. Et chez les militaires, on a compris que comme il s'agissait de petits éléments isolés qui étaient au combat, lorsqu'il y avait un blessé, eh bien, il fallait que son camarade de combat puisse venir le sauver. Et il y a une délégation de tâches, c'est comme ça que ça s'appelait, que M. Xavier Bertrand l'a appelé, et on ne le remerciera jamais assez, parce que c'était le premier ministre de la Santé qui vraiment s'est occupé de cette affaire. Et donc il y a une délégation de tâches, et on va permettre à ce combattant, car c'est un combattant d'abord, de faire quelques gestes, y compris des gestes qui étaient réservés aux médecins et aux infirmiers, pour sauver son camarade. Voilà. Mais la situation de catastrophe, puisque vous avez dit que j'étais président de la Société française de médecine de catastrophe, eh bien, on se retrouve dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on a un infirmier isolé, un ambulancier formé, qui est tout seul dans son coin, là, et avec une possibilité technique, il fait ou il ne fait pas. Et c'est de l'abstention, pour moi, c'est une abstention fautive. C'est-à-dire que s'il peut faire, eh bien, il fait. Voilà. Et donc, vous voyez, alors vous allez me dire, oui, mais ça, c'est limites hein, bon, de l'exercice quotidien. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça préfigure, si vous voulez, ce qui peut se faire aussi dans ces déserts médicaux, dans ces situations exceptionnelles, ce que le ministère de la Santé a appelé les situations sanitaires exceptionnelles. Je crois que, d'ailleurs, dans le Code de santé publique, en ce qui concerne les droits et non-droits des infirmiers, il y a marqué 2 lignes en situation exceptionnelle, etc. Vrai ou faux, M. Pilorget? Voilà, il sait ça. Et, comme tout le monde, d'ailleurs. Bon. Et puis alors, moi, le deuxième focus, donc après le focus éthique, moi, je mettrais un focus technique. Mais enfin, en France, on a développé la télésanté, je veux dire la e-santé. Maintenant, tous les objets sont connectés. Et ils peuvent être connectés à un médecin régulateur qui existe dans tous les départements et qui est capable de dire, bon ben écoute, tu as tel résultat, méfie-toi, méfie-toi. Et enfin, vous avez choisi le glucomètre et vous avez choisi que ce...
et l'ECG. Bon, le glucomètre. Il y a sûrement des diabétiques dans la salle. Il y a sûrement peut-être des diabétiques insulinodépendants. Qu'est-ce que le diabétique insulinodépendant craint dans sa vie? C'est l'hypoglycémie. Parce qu'il sait que s'il tombe dans le versant hypoglycémique, il peut faire souffrir son cerveau. Le cerveau a besoin de glucose comme d'oxygène. Les deux sont liés, évidemment. Et donc, s'il n'a pas le glucose qui va bien, il va avoir des dégâts cérébraux qui peut-être seront irréversibles. Ils le savent, les diabétiques. Et donc, leur trouille, c'est de rentrer en hypoglycémie. C'est pour ça que quelle est la question que posent systématiquement les régulateurs aux sapeurs-pompiers qui sont sur le terrain, Didier, c'est: tu as fait la glycémie, tu as contrôlé la glycémie? Voilà, parce que c'est ça un des dangers, le manque d'oxygène, le manque de sucre. Et donc, aujourd'hui, on a tous les moyens techniques de mesurer la glycémie, même avec des moyens non invasifs, avec des patchs. On a tous les moyens de transférer ça à qui veut pour en prendre la responsabilité de décision. Là, c'est autre chose. Alors, il faut vivre avec son siècle, quoi. Il faut vivre avec son siècle. C'est un vieux qui vous dit ça, mais ce problème, il faut le dépasser, quoi, hein. Et au plan éthique, et au plan technique, et au plan réglementaire, évidemment. Et vous avez raison de dire que la réglementation, elle suit toujours, hein, la pratique. Mais oui, elle suit toujours la pratique, mais il serait temps de la faire évoluer, quoi, hein. Bon, ben on a déjà une bonne introduction qui est complète. Je pense qu'on peut arrêter la conférence maintenant. Merci à tous. Allez-y quand même. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je partage totalement ce que dit Henri Julien, et ceci n'enlève pas la nécessité du médecin, évidemment, ou de qui que ce soit, puisque le médecin, lui, va concréter tous les éléments rapportés du terrain, et c'est cette place du régulateur qui serait importante. Et faire une analyse contextualisée pour prendre des décisions. Et décisions qui peuvent être retournées vers le terrain, et ce terrain peut tout à fait agir à partir de là. Et c'est par exemple l'exemple de la Dordogne qui a mis des systèmes de télémédecine avec ses infirmiers pompiers, avec caméra, avec ECG bien sûr, avec dextro, avec hématocrite, avec stéthoscope qui amplifie et qui envoie le son jusqu'au régulateur. Et le régulateur prend des décisions, fait des prescriptions, y compris des ordonnances à distance comme ça, sans nécessité, ce qui évite des fois des hospitalisations. Donc pour moi, ça c'est l'avenir. Et alors au-delà, pour le secouriste qui n'est pas infirmier, il y a un certain nombre de gestes techniques qui peuvent tout à fait être faits et qui apporteront un bénéfice pour le patient sans aucun risque. Et à mon avis aussi, c'est l'avenir. Et d'ailleurs, au niveau de la fédération, on travaille pour que, y compris dans le PS1, on amène le dextro, par exemple. Alors, le CADSUF et l'ANISP ensuite, et puis on viendra à la Croix-Rouge. Allez-y. Oui, tout à fait. Déjà, merci de nous recevoir sur ces sujets qui sont ô combien importants. Je voudrais juste refaire un point sur une petite chose, et Laurent qui est à côté pourra me le confirmer. Actuellement, dans le matériel obligatoire dans une ambulance, vous avez le glucomètre. Donc ça fait partie du matériel obligatoire. Et paradoxalement, ce matériel qui est obligatoire donc, dans un véhicule, ambulance privée notamment, les ambulanciers privés n'ont normalement pas le droit de s'en servir. Est-ce que déjà à ce niveau-là, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu étrange ou paradoxal? On vous demande d'avoir du matériel. Donc je vois mes collègues ambulanciers ont, selon la loi, du matériel dans le véhicule et ont toujours, selon la loi, l'interdiction de s'en servir. Et selon les médecins régulateurs, ils vont vous dire quelle est sa glycémie. Effectivement, je rejoins ce que disait notre médecin ici présent. Effectivement, une souffrance cérébrale à cause du manque de sucre, c'est extrêmement important. Et comment le diagnostiquer autrement que par des symptômes et par cette mesure qui est nécessaire? C'est exactement comme si on ne prenait pas un rythme cardiaque ou une saturation en oxygène aujourd'hui alors qu'on sait le faire. Je trouve vraiment dommage qu'aujourd'hui, alors qu'effectivement, la télémédecine, on a beaucoup de moyens au niveau technologie et finalement aussi au niveau connaissance, parce que les ambulanciers privés, les sapeurs-pompiers, les secouristes qui sont parfois ni sapeurs-pompiers ni ambulanciers privés, mais les secouristes qui font un énorme travail au niveau national, on leur demande d'avoir des connaissances, on leur interdit d'utiliser ces connaissances,
Et pourtant, in fine, c'est pour qui? C'est au bénéfice du patient. Il faut vraiment nous tous qui sommes ici autour de cette table, on est là. Pourquoi Secours Expo, c'est pourquoi? C'est parce que pour secourir qui? C'est pas nous, entre nous, hein, on sait faire. Pour secourir les autres. Donc effectivement, je crois que le message qu'on peut passer, c'est faire évoluer pour que ces technologies qui existent, qui effectivement sont ou non invasives ou quasiment non invasives, quel est le risque finalement de prendre une glycémie en capillaire? Aujourd'hui, pour des ambulanciers qui savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire, ils vont être obligés de demander au patient de se piquer lui-même pour avoir une référence à donner à un médecin régulateur. On est un petit peu dans quelque chose d'hallucinant, quoi. C'est comme si on disait à quelqu'un, mais écoutez, je n'ai pas le droit de vous poser une attelle, mais tenez, je vous donne le matériel, vous faites tout seul. C'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a une grosse réflexion à faire. Espérons que Secours Expo soit entendu jusqu'à nos ministères pour qu'ils en tiennent compte. Hein. Je pense que c'est vraiment très important aujourd'hui. Hein. Rassurez-vous, les ambulanciers, un jour on y arrivera. Allez-y. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le général, mais bien évidemment par mes collègues. Et pour une fois, j'aurais tendance à dire que des fois sur les débats qu'on a ici ou ailleurs, on n'est pas toujours d'accord. J'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord là sur cette problématique. Il y a le problème législatif, il y a un problème d'humain aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. Le médecin a du mal à déléguer à l'infirmier, qui a du mal à déléguer au sapeur-pompier. Voilà, on va y venir un petit peu après. Ça reste un problème de fond. Sur les précarés, mais il faut faire bouger les lignes. Le général le disait, des institutions. Alors les ambulanciers utilisent. Moi, je travaille également dans un SAMU et je peux vous assurer que tous les jours, je demande des glycémies aux ambulanciers privés. On n'en demande pas aux pompiers parce que dans certains SDIS, ils ne sont pas équipés. On a peur de cette délégation. Il y a un problème juridique, hein, malgré tout, et de législation. Aujourd'hui, je pense qu'il faut faire bouger les mentalités pour certaines personnes. Il faut faire bouger la législation. Comme le disait justement le général, c'est des fois par la pratique qu'on fait bouger les textes. Et je pense que c'est toujours comme ça que ça a fonctionné jusque-là. On le voit bien en ce moment. La brigade fait des ECG, des extros depuis des années. Des ambulanciers privés sont déjà équipés en termes de télémédecine pour faire des électrocardiogrammes. On le voit, il y a même des ventes de matériel qui se font dans ce cadre-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut en parler, il faut bouger. Il y a quand même deux axes que je mettrais en avant. Et il y a celui de la télémédecine. Alors à l'ANISP, on travaille beaucoup sur la télémédecine parce qu'on pense que c'est l'avenir et qu'aujourd'hui elle est sous-développée en France et qu'on a vraiment besoin de la mettre en avant. On est en train de travailler des recommandations pour les infirmiers de sapeurs-pompiers qui sont transposables à tout le monde, il n'y a pas de frein, pour qu'on puisse développer cette télémédecine qui, à mon avis, donnera lieu à faire plus de gestes, sous couvert, comme le disait Didier, d'un médecin régulateur. Peu importe dans quelle institution il a, effectivement en France, hors brigade et BMPM, c'est le médecin régulateur du SAMU, qui va avoir cette force et cette distance et ce recul nécessaire à dire ok, au regard des éléments que tu m'as transmis par télémédecine, je te valide telle procédure de télémédecine, tel protocole, etc. Et on permettra aux ambulanciers, aux sapeurs-pompiers, aux infirmiers de pouvoir faire plus d'actes. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, télémédecine. Le deuxième aspect que je mettrais pour préciser le débat, c'est la formation. Moi, je suis favorable à mettre un certain nombre d'outils pour différentes personnes, que ce soit les ambulanciers privés, les sapeurs-pompiers, à condition qu'on encadre et qu'on verrouille fermement l'aspect formation. Voilà, on va aussi en parler un petit peu plus tard, notamment avec Laurent Facon. Avec des personnes responsables, avec un tutorat médical, paramédical. Il faut l'encadrer. Voilà, aujourd'hui, les infirmiers ont cette capacité de proximité de pouvoir encadrer sur la prise en charge de patients diabétiques avec dextro, avec électrocardiogramme, avec télétransmission. Oui, mais ça doit être encadré, verrouillé. Peut-être même, il faudrait, et je pense, c'est mon point de vue personnel, revoir à fond ce qui me semble être aujourd'hui un secourisme démodé et has-been qu'on a aujourd'hui sur le terrain. C'est peut-être un peu fort, mais aujourd'hui, j'ai entendu dans le salon, on en parle. Effectivement, je pense qu'on... Et moi, mes pompiers me le disent tous les jours. Moi, je vois la pose d'attelle, l'arrêt cardio-ventilatoire, les choses traumatiques, etc. Mais quand je vais en VSAV, je fais des interventions à caractère social, je fais des pathologies. Je ne connais pas forcément les médicaments, je ne connais pas les pathologies que je rencontre. Peut-être qu'aujourd'hui, on est un peu en retard en France sur notre système de secourisme et qu'on devrait être vraiment sur du SUAP, maîtrisé, formé, et ce qui nous permettra peut-être aux secouristes et aux ambulanciers d'être plus à même de prendre en charge les pathologies. Je pense, pour avoir été ambulancier privé par le passé, que les ambulanciers sont mieux formés aujourd'hui sur les pathologies, la rencontre, transport de malades, que les sapeurs-pompiers. Et à mon avis, il faut qu'on évolue, nous, dans cette réforme du secourisme, mais plus à fond, et peut-être en donnant des moyens différents qui sont des outils autres, tels que vous avez cités, et puis bien évidemment l'outil de la télémédecine. Alors, je voudrais juste donner la parole à Laurent Facon, qui n'a pas encore parlé, et ensuite on reviendra vers vous. Alors, peut-être une réflexion qui n'est pas... Bonjour à tous déjà. Une réflexion qui n'est peut-être pas suffisamment ressortie, c'est le problème de territorialité. Je pense qu'en fait, on a une France qui est diverse.
et les territoires amènent des complications qui sont différentes. Et je pense qu'à un moment donné, il faut impérativement qu'on se pose cette question de la distance des moyens médicaux, de la distance des SMUR, et quelle réponse on apporte. Et peut-être que de vouloir systématiquement calquer une réponse nationale, de dire on autorise tel ou tel produit, tac, sur l'ensemble des départements, c'est un peu utopique. Et il faudrait pouvoir avoir une forme de souplesse de la réaction et de la délégation en fonction des besoins sur un territoire. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est un petit peu en lien en effet avec la formation. Il ne faut pas que l'arrivée des outils dégrade un petit peu la formation. Il ne faut pas que le paraclinique dégrade le clinique, entre guillemets. Et on le voit malheureusement, on le voit sur des réactualisations, etc. L'arrivée d'un certain nombre d'appareils ont fait que les gens ont oublié de toucher le patient. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on leur met un oxymètre d'un côté, un tensiomètre de l'autre, et on leur pique le bout du doigt, et on ne leur a pas encore parlé. Donc je pense qu'il y a un vrai travail là-dessus, et je vous rejoins, hein, il faut vraiment accompagner l'arrivée technologique. Il faut que l'arrivée technologique soit un plus pour le patient, mais que ça soit vraiment en lien avec les premiers éléments du clinique. Et nous, on passe beaucoup de temps dans les instituts de formation à revenir là-dessus, parce que demain, la machine peut être absente, la machine peut ne pas marcher, il peut également être sauveteur isolé, et un sauveteur isolé doit être capable de faire un bilan clinique sans avoir des machines, quoi. Il doit être capable de s'en débrouiller. Et enfin, la dernière réflexion, c'est l'innovation. Et là, je vous rejoins un petit peu, vous disiez un petit peu de nos formations has-been, c'est un peu ça. C'est qu'il faut qu'on trouve les moyens que nos formations vivent en temps réel avec les évolutions technologiques. Et il ne faut pas qu'on soit obligatoirement contraint d'attendre une habilitation dès qu'une nouveauté sort d'un constructeur. Il faut qu'on puisse pouvoir faire bouger nos programmes de formation avec les évolutions de la population, avec le virage de la médecine ambulatoire, avec le virage de l'hospitalisation à domicile et la technicité des patients qui sont en hospitalisation à domicile. Que fait le pompier, le secouriste, l'ambulancier quand il va intervenir pour une assistance à personne pour une chute d'un lit médicalisé, mais qu'il arrive avec quelqu'un qui est lourdement appareillé parce qu'il est en hospitalisation à domicile, il est bien démuni, et qu'en plus c'est le week-end et qu'il n'y a pas de moyens médicaux, comment il fait? Donc il faut qu'on arrive à faire bouger nos référentiels de formation en lien avec ces enjeux qui sont dans les sociétés. L'augmentation des maladies chroniques invalidantes, elle est là. Le vieillissement de la population, il est là, il est acté. Et il faut qu'on se pose la question de comment on trouve de la souplesse dans notre système pour que nos référentiels de formation soient en lien avec l'activité. Et là, souvent, on a un petit décalage, en fait. Les gens ne sont pas obligatoirement formés à l'activité qu'ils pratiquent. Et donc, on les met en situation de difficulté sur le terrain. Et ça ne doit pas être figé. Globalement, on doit être en capacité de faire évoluer ces référentiels. On regarde la technique, on regarde, comme le dit le collègue, sur les hospitalisations à domicile. Aujourd'hui, de plus en plus de sapeurs-pompiers ou d'ambulanciers privés sont amenés à intervenir à domicile avec des patients lourds dans le cadre de l'HAD. Et souvent, les pompiers, pour moi, ce qui me concerne les pompiers, moi, il a une sonde gastrique, il a une alimentation parentérale, il est techniqué. Comment est-ce que je le transporte, ce patient-là? Il me faut un SMUR tout de suite. Non, c'est une hospitalisation à domicile. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est compliqué. Et je rejoins tout à fait ce que vous disiez. Et c'est un de mes chevaux de bataille dans mon département, mais aussi au niveau national, c'est le bilan clinique. On n'a qu'à revenir quelques années en arrière. Je pense qu'il y a beaucoup de secouristes, beaucoup de personnels paramédicaux ici. Il y a quelques années, on faisait de la clinique. C'était très bien, on arrivait à faire des bonnes choses. Chez les sapeurs-pompiers, on a des gens professionnels, on a aussi des gens volontaires qui sortent pas tous les jours, qui sont plombiers, chauffagistes, c'est ce que vous voulez. Et la problématique, c'est qu'on a mis, comme vous le disiez justement, il y a quelques années, un multiparamètre. Donc la tension qu'on prenait manuellement, maintenant on la prend électroniquement. La saturation, avant on regardait le faciès de notre patient, comment est-ce qu'il était cyanosé, est-ce qu'il avait des sueurs, comment il respirait, son amplitude, sa ventilation, sa fréquence. Aujourd'hui on met un saturomètre. Et comme vous le disiez justement, parce que c'est vraiment le discours que j'ai tous les jours auprès de mes pompiers, mais regardez, dites bonjour, serrez la main, regardez votre patient, parlez-lui, et puis derrière, après, vous mettrez... Et tous les jours, quand je pars en intervention, que j'arrive en même temps que mes collègues pompiers, ils se jettent dessus, je dis « Ah, j'en veux pas de ton tensiomètre, j'en veux pas de ton... » On regarde le patient, on le déshabille, on l'observe, et puis derrière, on mettra les appareils. Et aujourd'hui, demander... Je vais parler de ce qui est chez moi, un pompier de prendre une tension, ils ne savent pas tous le faire parce qu'il y a le multiparamètre. Et ça, c'est problématique. On a baissé en capacité. Alors oui, je suis d'accord pour mettre tous ces outils. Oui, il faut évoluer. Oui, il faut faire bouger les lignes législatives. Oui, il faut faire tout ça. Mais formation pour ne pas oublier les fondamentaux qui sont le bilan clinique. Et derrière, bien sûr, tous les éléments multiparamétriques qui vont être essentiels, intéressants, mais il ne faut pas oublier la clinique. Et ça, je vous rejoins. Allez-y, Didier Pourret, ensuite on viendra. Tout a été quasiment évoqué. Moi, je voulais revenir sur... deux points, les particularités territoriales et la désertification médicale dans beaucoup de territoires en France, avec cette nécessité de développer d'autres outils.
et donc derrière de développer cette régulation qui n'existe pas en France actuellement. C'est-à-dire que trop souvent, on envoie des ECG, les pompiers par exemple, envoient des ECG qui ne sont pas lus, ou tout un tas d'éléments, et finalement le régulateur les utilise peu parce que la régulation n'est pas dimensionnée en France pour cela. Elle fait face à la permanence des soins, elle fait face à plein de choses et elle ne se dimensionne pas pour recueillir des éléments transmis par le terrain, l'analyser tranquillement et prendre des décisions sans pression et sans la pression du nombre d'appels qui arrivent. Si je peux me permettre, Didier, elle n'est pas dimensionnée, mais ce n'est pas le seul problème. Regardez qui est autour de la table. Encore une fois, on n'a personne du SAMU, alors que le médecin régulateur, il est... mais je suis désolé, moi je travaille dans un SAMU, donc je le dis sans animosité, je n'ai pas de problème avec ça. Aujourd'hui, le médecin régulateur, ça sera lui qui, in fine, sera le décisionnaire, qui doit être le chef d'orchestre d'un sapeur-pompier, d'un ambulancier privé, d'un SMUR. Il faut aujourd'hui qu'on arrive à débattre tous ensemble, qu'on arrive à construire l'avenir du secours aujourd'hui en France. Ça doit se passer par les médecins régulateurs du SAMU parce que c'est fondamental. Tout partira d'eux. Globalement, aujourd'hui, si un sapeur-pompier il envoie un ECG ou il envoie une mesure de dextro, ça doit être interprété par un médecin régulateur qui dira oui ou non, vous pouvez faire cette procédure ou pas. Il dira la même chose à l'ambulancier privé. Et on a besoin aujourd'hui que le SAMU vienne avec nous, se positionne, débatte, travaille et qu'on puisse se mettre ensemble autour d'une table pour dire ok, voilà la procédure qu'on va mettre en place. À partir du moment où vous avez des secouristes sur place, des sapeurs-pompiers, des ambulanciers privés, le chef d'orchestre, ça reste le médecin régulateur. Nous, chez les sapeurs-pompiers, le chef d'orchestre, c'est le médecin régulateur. On n'a pas de problème avec ça. C'est fini la guerre des clochers. Aujourd'hui, on a besoin qu'on passe par le médecin régulateur et on a besoin pour ça qu'on puisse travailler ensemble en bonne intelligence. Oui, le cas dessus, ensuite on viendra. Plusieurs petites choses. D'abord, revenir sur ce qui avait été dit tout à l'heure. Moi, je vais faire référence à un neurologue qui est en pédiatrie niçoise qui systématiquement, quand les internes rentrent dans les chambres et évaluent le patient, non pas en clinique, mais avec les paramètres, ce que fait ce neurologue, il tourne le scope, il dit maintenant tu me donnes un vrai bilan de ton patient. Donc oui, effectivement, c'est à nous, en tant qu'infirmier, effectivement, tu as tout à fait raison. Infirmier, on est formateur, de passer ce message et dire attends, là, c'est des appareils de contrôle qui te confirment ce que tu vois déjà, et non pas te fier seulement à ce que... Je vais prendre l'exemple de l'intoxication au CO. La saturation sur une intox au CO, elle va être bonne. Mais votre patient, il va être en train de mourir. On est tous d'accord, je pense. Donc, ne pas se fier à ce qu'on voit à la machine, mais se fier d'abord à notre ressenti, à notre évaluation. Et seulement, une fois qu'on sait ce qu'on dit, on contrôle pour voir... C'est un double contrôle. C'est le principe du double contrôle que nous avons. Effectivement, intégrer les instituts de formation, mais je vais même plus loin que ça. Je vais faire un peu référence à ce que j'ai dit hier sur l'autre conférence, c'est qu'on devrait vraiment multiplier les passerelles pour que les métiers se connaissent. Aujourd'hui, dans un IFSI, Institut de formation en soins infirmiers, on ne sait pas ce que fait l'aide-soignante. Enfin, on est plus ou moins passé la première année par nettoyer des fesses et faire des toilettes. Excusez-moi, ça n'a rien de péjoratif, c'est parce que souvent, malheureusement, encore dans ma profession d'infirmier, j'ai des collègues qui ne savent pas franchement ce que c'est que le métier d'aide-soignant, qui ne savent pas ce que c'est que le métier d'ambulancier ou d'ambulancière. Il y a beaucoup d'ambulancières d'ailleurs. D'ambulanciers ou d'ambulancières, il y en a qui ne savent pas, qu'il y a un secret partagé, que oui, l'ambulancier a le droit de savoir ce qu'a son patient avant de le transporter. Je pense qu'au niveau des facultés de médecine, je pense qu'à tous les niveaux, il faudrait qu'on ait des passerelles, des gens qui se disent, tiens, peut-être si on allait expliquer aux autres ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et à nous aussi d'être un peu intrigués, d'aller voir ce que font les autres. Et enfin, je rejoins ce que tu disais, que je trouve un peu dommage. Alors, Secours Expo, pour moi, c'est vraiment une référence. Effectivement, la présence du SAMU, enfin l'absence du SAMU, est un petit peu dommage, effectivement. C'est vrai que, alors je ne sais pas si historiquement ils étaient là au début, je crois. Ils étaient là au début et pour être totalement transparent, ils ont été conviés à beaucoup de tables rondes et ils ont décliné beaucoup de tables rondes. Voilà. Alors ceci dit, on en voit beaucoup parce que j'ai croisé des collègues du SAMU 06 oui, notamment. Oui, mais je parle de tout à fait. De tout en haut. Voilà. Ils viennent en civil ou alors en table ronde sous couvert d'un autre établissement. Voilà, mais on a un médecin régulateur du SAMU qui est à la conférence suivante sur les modules courts. Henri Julien, et ensuite j'aimerais bien qu'on reparle des fameux précarés. Vous m'avez tous parlé un peu de ces précarés-là. Allez-y. Oui, bon, on peut toujours
remettre en cause l'organisation de la société. C'est l'effet smartphone. Hein. Bon, on regarde le smartphone, même les internes. Hein. Je veux dire, à l'hôpital, ils regardent plus les écrans qu'ils regardent le malade. Hein. Tout le monde le dit. Bon, il y a l'effet smartphone, mais même dans le métro, les gens ne se regardent plus, ils regardent les écrans. Alors bon, et même quand ils sont au restaurant, au lieu de regarder son invité, on regarde le smartphone. Alors bon, on peut aussi regretter l'effet tuyau d'orgue qu'on a en France sur des sujets qui sont justement interministériels, c'est-à-dire que chaque ministère, chaque profession ne considère que ça et il n'y a pas de vision transversale, quelque chose qui fasse avancer, etc. Ça, vous avez parfaitement raison. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même des exemples à l'étranger. Je veux dire, quand vous allez en Roumanie, les infirmiers les ambulanciers ont une caméra sur leur casque et qui est transmise à la régulation médicale, qui reçoit non seulement les électrocardiogrammes, tout ce qui est monitoré en direct, mais qui en plus apprécie, conduit, aide. Il faut voir ce que c'est performant, je veux dire. Il faut voir ce que c'est performant. Alors, vous savez, moi j'ai vécu la bagarre du défibrillateur semi-automatique et du DAE quand même, hein, qu'on a interdit pendant des années aux sapeurs-pompiers, alors qu'aujourd'hui c'est devenu presque les premiers utilisateurs de l'affaire, hein, bon, au grand bénéfice de tout le monde. C'est vrai qu'il y a un décalage. C'est vrai qu'il y a un décalage entre ce qui doit être fait et ce qui est possible de faire. C'est le but, hein, c'est tout le but de cette réunion. Je crois qu'il faut essayer de voir, là, entre nous, quelles sont les portes entrouvertes par lesquelles on peut se glisser pour essayer de faire avancer les choses. Voilà. Alors, moi, j'espère que la matinée permettra de faire ça, hein, et que la discussion, en particulier les questions, permettront peut-être de trouver quelques portes entrouvertes où on peut se glisser pour faire avancer le problème. Je crois beaucoup au pas à pas et non pas à la révolution, quoi. Pardon. Alors, Didier c'est la sagesse. Vous avez entendu, c'est vrai. Didier Pourret, donc quand on n'avait pas préparé cette conférence, vous parlez réellement de ces fameux précarés, même de tous ceux, je vous cite, hein, qui font même du lobbying pour garder certains gestes techniques et pour les enlever à d'autres. Alors, est-ce que c'est une réalité que vous confirmez tous ? C'est une réalité, les précarés. Hein, on les connaît, les médecins, parmi les médecins anesthésistes réanimateurs, puis les médecins urgentistes, puis alors tout ça par rapport aux médecins généralistes qui ne savent pas faire, etc. Bon, il y a déjà des précarés en intra-profession. Ensuite, les médecins par rapport aux infirmiers. Donc, c'est pyramidal en fait. Hein, c'est totalement pyramidal. Et le typiquement, secouriste bénévole, la lutte au niveau des sapeurs-pompiers et des infirmiers de sapeurs-pompiers pour les protocoles infirmiers de soins d'urgence, qui sont maintenant totalement reconnus. Donc ça, c'est bien une lutte contre un précaré. Ensuite, les infirmiers par rapport aux secouristes. Le dextro, les premières tentatives de faire passer le dextro aux secouristes ont échoué par rapport à un lobbying des syndicats infirmiers libéraux qui pensaient perdre un acte infirmier. Alors j'espère que là maintenant ça va avoir évolué, et etc. Et le secourisme par rapport à la population générale. Bon, les précarés ça existe, donc il faut faire tomber ces frontières. Et comme disait Henri Julien, petit à petit. Hein, parce que moi non plus, à une époque, je croyais à la révolution, mais maintenant, je n'y crois plus. Et c'est vrai aussi que l'interministériel, en effet, n'existe que très peu sur ces domaines-là, et ça en est bien dommage. Je vais vous faire sourire un peu, quand même. Il faut... pendant des années, il était interdit aux sapeurs-pompiers de prendre l'attention. Bon, alors on avait des réunions interministérielles sans arrêt sur ce sujet. Il y avait des bagarres. Enfin, ça a été monstrueux. Et moi, ma mère, qui avait 92 ans, avait de la tension. Donc, son cardiologue lui a dit, mais contrôlez votre tension. Alors, elle a dit, comment Henri, il faut que tu viennes contrôler ma tension. Je lui ai dit, c'est pas possible, mais je vais t'acheter un petit appareil qui était dans le supermarché du coin, et puis tu prendras ta tension, puis tu le donneras. Et alors, en réunion interministérielle, j'ai dit, est-ce que ma mère fait de l'exercice illégal de la médecine ? Voilà, et c'est comme ça que, oui, c'est vrai que là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la prise de tension soit un acte médical, quoi. Oui, voilà, hein, puisqu'on peut le trouver à tous les supermarchés du coin, quoi. Hein. Bon, alors, voilà. Je pense que pour cette évolution technique,
entraînera un changement de mentalité. Enfin, moi, je l'espère, quoi. Après, ce qui reste, c'est l'évolution réglementaire liée à ça. Or, c'est vrai que c'est assez lourd de faire évoluer en France notre réglementation. Contrairement à d'autres pays, pour le secourisme, il est écrit que dans un arrêté, il faut écrire ce que doit faire le secourisme. Dans d'autres pays, c'est en fonction des données actualisées de la science. Ça va beaucoup plus vite. Oui, je voulais juste dire que finalement, en vous entendant, et je réalise une chose, c'est que ce glissement de tâches, c'est pas tellement, il est presque pas besoin de l'argumenter dans la mesure où c'est une prise de mesure, c'est pas un diagnostic qui est posé. Quand un sapeur-pompier qui ne serait pas infirmier ou pas médecin, un sapeur-pompier en VSAV ou un ambulancier privé va poser en télémédecine de quoi faire un ECG à distance, il ne va pas l'interpréter. Ça reste du médico-médical. Donc la mesure de la glycémie, c'est pas lui. Alors c'est pas lui qui va l'interpréter non plus. Il aura la notion, il va avoir la subtilité, il va savoir c'est très haut, c'est très bas. Mais in fine, ça reste médico-médical. La prise de tension artérielle de votre maman, finalement, elle prenait la tension artérielle, elle donnait l'information à son médecin traitant qui l'interprétait et qui réajustait si nécessaire. Donc finalement, on a peur que l'autre fasse un geste. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une peur de perdre, alors excusez-moi, je vais peut-être mettre encore les pieds dans le plat, mais financièrement, les glissements de tâches financièrement. Donc, je vais faire un petit peu moins, ou alors chez mes collègues infirmiers ou infirmières libéraux ou libérales, se dire mince, là je vais perdre des patients parce que finalement on va être plus nombreux à prendre la tension artérielle ou à contrôler la glycémie ou faire ci ou ça. Je crois que c'est l'histoire de l'évolution, effectivement. Des gestes qui étaient purement médicaux glissent tout doucement au bénéfice du patient. C'est toujours ça la chose à constater. Laurent. Alors, peut-être pour donner une petite note d'optimisme quand même, les évolutions des formations, notamment sur l'approche par compétences, résonnent en référentiel d'activité. Et je crois qu'il faut bien qu'on raisonne en activité et plus en acte. Parce qu'à partir du moment où on raisonne en acte, on part du principe qu'on perd l'acte au profit de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas être dépossédé. Il faut bien raisonner en termes de référentiel d'activité. Quelle est l'activité de la personne? Quelle est l'activité de l'opérateur sur le terrain? Et donc, pour mener à bien cette activité, quel est l'ensemble des gestes techniques qu'il a besoin de maîtriser. Et je pense que ce changement, qui est difficile, parce qu'il y a une tentative déjà dans la réingénierie des diplômes infirmiers, aides-soignants, etc., mais on ne va pas complètement jusqu'au bout de la démarche. C'est-à-dire qu'il faudrait même s'exonérer complètement de lister d'un certain nombre d'actes. Parce que le principe, c'est quelle est la mission? Quelle est vraiment la mission de l'opérateur? Et donc, quelles compétences il a besoin pour pouvoir la réaliser? Donc, derrière, on écrit un référentiel de formation pour pouvoir acquérir ces compétences. Et ces compétences, elles vont bouger. Elles vont bouger avec le temps, avec le territoire, avec l'environnement, avec le service dans lequel appartient la personne. Donc je pense que ce virage, on a encore du mal, parce qu'on est encore très dans l'écriture du référentiel à la virgule et au point. Je pense qu'il va falloir passer au-delà de ça. Et je vous rejoins un petit peu, c'est de se dire, la science évolue, il y a des nouvelles recommandations internationales, et on les applique. Et notre savoir, il est en constante mouvance en fonction des évolutions de la société, des besoins et des moyens dont on dispose. Alors, allez-y, j'ai une dernière petite question et ensuite on ira voir nos amis suisses pour voir un petit peu comment ça se passe chez eux. Alors, il y a aussi quand même un problème, si je prends l'exemple d'un patron de SDIS qui voudrait déléguer tout un tas de gestes. Alors, s'il le fait, il met ses équipes du coup en danger dans le cadre légal, et puis s'il ne le fait pas, on le traite de réac. Alors, comment vous faites en vrai sur le terrain pour être dans cet équilibre? Même question d'ailleurs pour vous, parce que c'est quand même pas une position pratique. Au médecin-chef plutôt de répondre à la question, mais disons que comme disait le général, depuis des années, on pousse les lignes. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, c'est souvent des médecins, tu me dis le contraire, Didier, si tu n'es pas d'accord, c'est souvent des médecins qui disent, bon allez, moi je suis d'accord, là je vais, par exemple, les infirmiers n'ont pas aujourd'hui, parce qu'il y a un petit flou juridique, la capacité, les compétences, en lien avec le Code de santé publique, de mettre en œuvre le dispositif intra-osseux. Bon, voilà, d'accord, très bien. Ça c'est un exemple, c'est un geste technique, si on reste juste sur la compétence technique, c'en est un. Alors qu'un soldat est capable de le faire sur le terrain. Non infirmier le fait sur le terrain. Mais, quoi qu'il en soit, dans le Code de santé publique, c'est pas
pas indiqué. C'est un geste qui reste médical jusqu'à preuve du contraire et qui n'est pas pratiqué. Mais on est formé en plus à le faire. On est formé à le faire. Mais qui est, comme vous, vous avez un appareil de glycémie dans les ambulances, vous n'êtes pas censé l'utiliser. C'est à peu près le même combat. Il y a des médecins chefs de SDIS qui se disent, moi, sur la même réflexion que le général Julien, moi, ce qui prime, c'est la victime. Si j'ai des agents sur le terrain, j'ai un arrêt cardio-ventilatoire d'un nourrisson, mes infirmiers sont formés, ils savent faire, ils ont le matériel, pourquoi je ne leur donnerais pas la capacité de le faire? Mais la question, c'est jusqu'où? Jusqu'où on va? C'est toujours le problème. Voilà, c'était ça la question que je voulais creuser un petit peu avec vous. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de souvenir de jurisprudence qui soit allée à l'inverse de ces évolutions, tant qu'elles sont réfléchies, qu'elles sont analysées, que les gens sont formés et ont acquis les compétences et entretiennent ces compétences. Juste pour illustration, j'ai fait un sondage avant de venir auprès des SDIS. La moitié des SDIS font des dextros par les pompiers. Et apparemment, ils ne sont pas poursuivis tous les jours pour avoir fait ces gestes. 27 SDIS ont mis en place la procédure de perfusion intra-osseuse avec différents systèmes à leurs infirmiers de sapeurs-pompiers. 27, voilà, un tiers. Bon, ils ont pris le risque, mais ils considèrent qu'il y a moins de risques à tenter de le faire plutôt que de ne pas essayer de tenter de réanimer un nourrisson avec des infirmiers formés, du matériel performant. Et voilà, la balance bénéfice-risque va bénéficier aux patients. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais je crois que tout a été dit. Effectivement, ce qu'il faut, oui, c'est cadrer cette évolution des pratiques avec de la formation et évoluer en même temps que notre temps. Je crois que c'est ça, finalement. C'est oui, faire des gestes, oui, continuer à aller de plus en plus loin, continuer à encadrer pour que ça se fasse correctement et surveiller que ces gestes soient effectués comme ils doivent être effectués. C'est ça, finalement. Avec du rétro-contrôle et de la correction continue. C'est ça. Une chose dont on n'a pas parlé, par contre, juste par rapport à la législation, il faudra aussi que nos ordres respectifs soient mouillés dans la balance. C'est-à-dire notre ordre infirmier, l'ordre des médecins, il va falloir qu'ils se positionnent. Et parce que nous, on attend une réponse. Et plusieurs fois, on a posé la question en disant voilà, il y a des exercices qui se fait de telle et telle façon. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de l'avenir? Et ça, effectivement, il faudra que nos ordres respectifs se positionnent là-dessus. Là, je rejoins totalement ce que tu disais. Je suis élu à l'ordre infirmier, au conseil de l'ordre infirmier dans le 06, et on est un peu sur cet état d'esprit de dynamique avec justement les contacts avec les autres ordres, sachant qu'à ce jour, il n'y a pas d'ordre, je pense à mes collègues ambulanciers, il n'y a pas d'ordre de la profession d'ambulancier. Peut-être ça manque, ça aussi. Alors, on va aller voir un petit peu en Suisse ce qui se trame en termes de délégation des gestes. Bruno Puveland, donc du pavillon suisse, qui va nous raconter un petit peu tout ça. Merci, bonjour. C'est rigolo parce que 95, je commençais ma carrière en France. J'ai quitté le système en 2000 et on est au même stade. On en parlait déjà, mais on faisait déjà des glycémies, on télétransmettait les premiers ECG. Donc, bienvenue en France. Voilà. La délégation suisse, effectivement, on disait sur une autre conférence, en comparant le code du travail français et le code du travail suisse, on a tout résumé. Le secourisme, c'est la même chose. Les délégations, les formations sont posées au niveau fédéral. Il y a des recommandations. Un secouriste, il y a des niveaux de formation. Un ambulancier, il y a un plan d'études cadre. C'est reconnu, posé, et chaque canton va l'interpréter avec les capacités de réponse, les besoins. Un secouriste, en fonction de son environnement auquel on le forme, il est préparé à ces risques spécifiques. Il y a une généralité. Il peut être dépendant d'un médecin répondant qui va dire ben voilà, j'autorise mes secouristes à faire de la glycémie. Ils ont 70 heures de formation. On a des secouristes dans des milieux où il y a des risques anaphylaxiques. Ils sont autorisés à injecter de l'épipène selon un bilan, un appel à la régulation qui n'est pas médicale, puisque la régulation est faite par des infirmiers ou des ambulanciers, qui va dire aux secouristes, mon ambulance n'est pas là avant 12 minutes, j'attends le moment critique, tu te prépares et boum, tu injectes. On l'a testé à l'échelle 1-1, ça fonctionne et ça sauve des vies. C'est basé sur les recommandations scientifiques. Et la loi est assez souple en disant le secouriste sur une délégation de tâches peut devenir auxiliaire médical en ayant posé un cadre. C'est un peu plus simple, c'est facile pour nous parce qu'on adapte nos programmes. Et une chose aussi qui nous frappe, là aussi, la formation elle est uniforme. On travaille sur un schéma de prise en charge qui est l'ABCDE, l'ABC du secouriste, l'ABC de l'ambulancier, l'ABC du médecin SMUR et l'ABC aux urgences. On a peut-être résolu, pas tout, c'est sûr,
mais on parle le même langage. Bleu, rouge, jaune, on a tous le même langage. Voilà. Je passe tout le- Est-ce que vous voulez réagir sur ce que vous venez de... sur ce si vous témoignage. permettez, je vais réagir en premier. D'abord, ce que j'aime, c'est entendre parler de ce délai d'intervention. Je crois qu'aujourd'hui, vous sur Paris, et on l'a vécu aussi sur Nice, le délai d'intervention, c'est quelque chose qui est extrêmement important sur tout le territoire. Des territoires isolés où il va y avoir besoin d'une réponse plus diversifiée pour être rapidement opérationnel, comme des territoires des grosses métropoles où c'est pas le manque de moyens qui va être un frein, c'est la possibilité à ces personnels de faire des gestes. Effectivement, je veux dire, en situation de catastrophe, chacun grimpe d'un niveau au niveau de sa prise en charge, et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a reproché à qui que ce soit, au contraire. Donc, sortons de ce discours de au quotidien, il faut être vachement raisonnable, et puis en situation de crise, on va avoir besoin de monter d'un ou deux crans pour que chacun puisse faire des gestes qui vont sauver les gens. Finalement, c'est ça la réalité. Donc oui, ce que vous faites en Suisse, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Vous êtes bien plus évolué que nous. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions? Oui. Juste une réflexion un peu globale. Il faudrait qu'on arrive à passer du « il sait pas, il peut pas » à comment il pourrait savoir et comment il pourrait faire. Donc c'est une posture. Mais alors justement, la question suivante concerne les secouristes bénévoles. Jusqu'où on peut aller pour eux? Alors, je pose juste une petite dernière question et ensuite on passera aux questions du public. Donc, dans 5 minutes, je vous donne la parole à tous. Jusqu'où on peut aller dans la délégation de ces gestes techniques aux secouristes bénévoles cette fois? Est-ce qu'on leur fait assez confiance pour leur déléguer tout un tas de gestes sous protocole? Pour moi, c'est une question d'apprentissage. Oui, voilà. Mais il y a aussi une question de confiance avant l'apprentissage. Non, la confiance, elle vient parce que la formation fait que la personne est fiable ensuite. Voilà, pour moi, c'est tout. Alors, on pourrait aller où concrètement? Jusqu'où on pourrait aller? Alors, quel geste on pourrait leur donner? Est-ce qu'on ne peut pas se dire déjà qu'on parlait tout à l'heure des défibrillateurs? Aujourd'hui, c'est dans tous les lieux publics et on en trouve. Donc là, on est même au-delà du secouriste. On est au niveau du simple citoyen qui, aujourd'hui, est capable, avec un défibrillateur s'il le souhaite, même novice, d'arriver à s'en sortir, d'autant plus qu'il est à l'aide de la régulation du SAMU. D'accord? Effectivement, on pourrait espérer que cette approche du bon geste, du bon appel à la régulation, du bon appel vers les secours, des bons gestes à effectuer en cas d'urgence, ça commence au niveau des écoles, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, on réglerait le problème si dans les écoles, dès que les enfants sont en âge de commencer à faire quelques gestes, à comprendre et à savoir parler, déjà, ils sont capables. Moi, j'ai formé mes enfants très jeunes. À peine y parler, à peine y marcher, ils étaient capables de dire « Tu m'entends? Est-ce que tu peux me répondre ?» Je pense, alors, pour eux, c'était sous forme de jeu, mais aujourd'hui, ça implique beaucoup plus. Et je pense qu'un enfant est tout à fait capable de passer un appel et d'expliquer globalement la situation. Et on le voit, je pense que chacun d'entre nous, on aura des exemples de situations où ce sont des enfants qui ont été le primo-intervenant. Donc oui, les enfants sont tout à fait capables. En plus, c'est vraiment une éponge, l'enfant. Il est capable de voir et de reproduire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais complètement. On en est tout à fait conscient. Dans l'Ain, par exemple, les sapeurs-pompiers ont décidé de former tous les collégiens au PSC1. Donc on forme 8600 collégiens par an au PSC1. Et c'est en effet pour diffuser cette connaissance et auprès d'un public qui, forcément, est plus réceptif. À côté de ça, il faut aussi augmenter des formations. Par exemple, toutes les personnes qui sont dans l'aide à la personne, avec des bacs professionnels, il faudrait leur apporter des éléments de soins, de secourisme, pour qu'ils ne fassent pas, dès qu'ils trouvent la personne âgée qui a un problème, appelle au service de secours, alors que la situation peut être réglée très simplement. Maintenant, il est vrai qu'il manque de connaissances.
Oui, moi je crois que c'est un faux problème, le secouriste bénévole. Pardon. Hein. Non, Bon. non, mais c'est... Parce que le secouriste bénévole, il est secouriste, mais il n'est pas tout seul. Le secouriste bénévole, il appartient à une association. Il est inclus dans une chaîne de secours qui se termine jusqu'à l'hôpital avec le médecin régulateur, qui n'est pas là aujourd'hui. C'est bien dommage, parce qu'il aurait son point de vue à développer. Mais ce bénévole, il n'est pas complètement seul, isolé. Il fait partie d'une famille. Et avec une responsabilité de la part de son association. Il fait partie, il est secouriste bénévole de la Croix-Rouge, de la Croix-Blanche, ou je ne sais pas moi. Bon. Donc il engage un peu son... pour moi, le secouriste bénévole, eh ben, il fait partie de la chaîne des secours officielle, française, comme les sapeurs-pompiers, comme le médecin du SMUR qui va intervenir, comme le médecin régulateur. Donc on peut lui déléguer des gestes sous protocole alors? Ah bah, toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une formation qui aille bien et un équipement minimum qu'il sache utiliser. Et avec, pour ce qu'on va lui confier, ben, là il faut faire encore une fois de plus une étude bénéfice-risque et voir si c'est plus risqué de lui donner un moyen ou s'il en tire plus de bénéfices. Mais ça, je rappelle, vous avez 2 fois de suite, on a frôlé là, Madame la juge, hein, parce qu'aujourd'hui les juges sont beaucoup des dames. En général, quand ça se termine devant Madame la juge, la présidente du tribunal, là, mais elle est très très consciente de la situation dans laquelle s'est trouvé le bénévole, l'ambulancier, le sapeur-pompier ou le médecin isolé, et il dit effectivement vous avez pris, voilà, et on ne connaît pas d'exemple, Didier l'a dit, de condamnation, je veux dire. Et en général, alors il faut pas, c'est pas la porte ouverte à faire n'importe quoi, mais il y a quand même, il faut le savoir, en général, c'est jugé de bien. C'est-à-dire avec en bon prenant sens. compte avec bon sens. Ouais. Alors, on va donner un petit peu la parole au public. Il y avait donc Madame, c'est ça? Oui. Je vous invite donc à vous lever, comme ça tout le monde vous voit, et à vous présenter également. Bonjour, Sandrine Denerea, je viens également de la délégation suisse. Et je tenais juste à préciser que chez nous, on n'a pas tout obtenu en fait en obéissant. On désobéit régulièrement et c'est ce qui a fait qu'on avait les mêmes problématiques que vous il y a quelques années et c'est ce qui fait qu'on a des problèmes maintenant avec des délégations différentes pour les ambulanciers au niveau du fentanyl, voire de la kétamine qui est compliqué à faire passer. Cependant, on désobéit et on est convaincu de la plus-value que ça donne aux patients et on mesure. Et c'est là où je trouve que c'est pas encore organisé ou que ça pourrait être mieux organisé, c'est que si effectivement il y a un ordre ambulancier qui se met en place et qu'ils arrivent à démontrer et à mesurer que tout ce qu'ils mettent en place amène de la plus-value aux patients et qu'il n'y a pas de risque, on parle de glycémie, on parle d'ECG 12D sans interprétation, je ne vois pas comment effectivement on pourrait leur reprocher le bon sens. Et il y a chez nous non plus, on nous a dit, hein, mettez de la kétamine aux ambulanciers, il y aura des morts. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Parce que ce n'est pas notre but en tant que sauveteur. Donc c'est vrai que je ne vous connaissais pas aussi sage. On connaissait plutôt les Suisses assez sages en fait dans les systèmes. Et je vous souhaite vraiment de pouvoir résoudre ça maintenant. Et si nous, on peut amener la main à la pâte à quoi que ce soit dans votre système, on vient volontiers, parce qu'on fait la même chose pas très loin. Parce qu'avec les enjeux sociodémographiques qu'on va avoir, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va déléguer aux ambulanciers pour 2030. Parce qu'il y aura moins de médecins, plus de consultations, plus de quatrième âge, plus de comorbidité. Et on est probablement en retard chez nous, mais chez vous aussi. Donc on est à disposition volontiers si on peut amener de l'eau au moulin. Alors, vous parlez de kétamine chez les ambulanciers. En France, on est malheureusement incapable de faire donner de l'antalgie, même de palier 1, par qui que ce soit, hormis par le docteur ou l'infirmier sur prescription du docteur. Donc on est très très loin encore de discuter kétamine chez qui que ce soit. Alors, vous avez... Allez-y, après on a une question. Ouais, juste pour compléter, pousser les murs, certains le font, mais ça reste toujours aussi une problématique humaine. Alors même si chez les infirmiers de sapeurs-pompiers, la législation et une discussion entre plusieurs sociétés savantes est rentrée il y a 2 ans et a sorti un certain nombre de protocoles, mais
malheureusement, à minima. Et on est très frileux en France. Il y a quelques-uns qui poussent les murs. Mais comme disait Didier, on va être sur de l'antalgique de palier 1. Si le médecin-chef en est d'accord, il y en a, on passe au palier 2. Oula, attention, on va mettre de la morphine. Il y a quelques années, on tuait tous les malades avec de la morphine, c'est bien connu. Aujourd'hui, il y a des SDIS qui refusent de mettre de la morphine aux infirmiers de sapeurs-pompiers. Il y a des SAMU qui refusent de recevoir des électrocardiogrammes des infirmiers de sapeurs-pompiers. Il y a des médecins qui refusent de faire des injections d'anticonvulsivants à des enfants. Ben voilà, on en est encore là aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a cette valeur humaine où chacun va doser à sa façon par rapport à son parcours professionnel précédent. Et effectivement, on n'en est encore pas tout à fait là. On pousse quelques murs, mais il y a encore beaucoup de murs à affronter. Vous avez mis le doigt là où ça fait mal. Ce qui est sur l'anesthésie, moi je suis anesthésiste réanimateur aussi. Hein. Je suis anesthésiste réanimateur de formation. Bon, pédiatre et anesthésiste. Et donc là, c'est vraiment un sujet. Mais vous savez, en plus, on voit toujours la kétamine, la morphine, mais il y a d'autres possibilités, en particulier des gaz. Aujourd'hui, en Australie, les infirmiers, les sapeurs-pompiers utilisent des gaz qui permettent à la personne qui sont en train de relever de ne pas avoir mal. Voilà. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre des massues. On peut utiliser d'autres moyens. Et moi, je pense que là encore, le progrès va venir de la technique. Mais aujourd'hui, il y a disponible sur le marché français des dispositifs qui sont pour les adultes en tous les cas, parce que pour les enfants, c'est pas encore, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché, mais qui sont disponibles. Et c'est un petit inhaleur. Et avec cet inhaleur, ben vous avez... Voilà. Donc il faut... Moi, je crois qu'on va avancer sur le sujet. Ça va avancer. Alors la kétamine, moi, je suis très pour, hein, évidemment. Médecine de catastrophe, etc. Médecine en situation d'isolement. Évidemment, je suis très, très pour. Et la kétamine, je trouve, on l'a mise de côté pour répondre de technicien à technicien. On l'a mise au placard à cause de problèmes qui sont vraiment des problèmes secondaires. Et ça peut rendre énormément de services, et je dirais dans des mains en plus. Bon. Quant à la morphine, aujourd'hui, on a des patchs, on a des inhalateurs, on a même des suppositoires. Je veux dire, morphine, voilà quoi. Hein. Bon, ce n'est que des problèmes de détournement d'usage ou de mésusage qui ont... Voilà, que la loi soit... Pardon d'être intervenu à nouveau. Oui. Donc bonjour à tous, je suis Hervé Delehel. Donc on a vu les médecins, mais on n'a pas parlé de l'industrie. Donc je suis responsable marketing chez Weinmann, qui est une boîte allemande. Et en fait, on se met à développer énormément de technologies pour vous aider dans vos missions quotidiennes. Et en plus, je suis sapeur-pompier volontaire et pompier avant il y a très longtemps. Et le problème, c'est qu'on se retrouve en France au gros souci du financement. C'est-à-dire qu'on développe des technologies. Nous, on travaille par exemple sur la ventilation pour les premiers secours depuis 2008. Donc ça va faire 10 ans. Donc on engage ça coûte quelques millions d'euros. Et on voit les pays étrangers qui investissent. Là, je rentre d'Algérie, où eux s'équipent. Et en tant que pompier, ça me fait mal. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours avec mon Bavus. Et on sait qu'on a des outils. Moi, je les produis, je les fabrique. Et je ne peux même pas l'utiliser. Et on voit que les pays en voie de développement commencent à nous dépasser. Alors, le problème, c'est le financement. Dès qu'on va chez les SDIS, on est tous d'accord pour dire c'est super, c'est génial, mais en France, il n'y a plus d'argent. Alors, vous savez combien vaut une échelle sur le porteur? Voilà, on y est. Un VSAV. Ben oui. Alors, quand on vient discuter après sur un petit Bavus qui vaut rien du tout, je veux dire pas le centième, hein, c'est 0,5% du prix total, franchement, voilà, moi j'y crois pas à l'argument financier, hein, c'est une question de... Moi j'y suis confronté tous les jours. Hein. Voilà. Mais l'argument financier... Tu y es confronté, tu sais que, comme disait le général, le prix d'un FMOGP de 1,5 million d'euros à côté d'une VLI qui va coûter 40 000, ben voilà, le calcul est vite fait. Aujourd'hui, le problème, il est certes financier dans certains SDIS, malgré tout, il y a quand même un problème financier, une conjoncture difficile, les PK10 demandent de diminuer les budgets, mais il y a aussi, à mon avis, le problème initial, c'est quel est l'intérêt des SDIS plutôt versus incendie qui fait 5 à 7% d'émissions aux versions secours à personne où on ne donne pas forcément tous les moyens pour faire mener à bien sa mission. J'entends et je connais tes dispositifs, notamment un dispositif d'assistance ventilatoire. Oui, il y a des très bonnes choses. Aujourd'hui, et j'ai un médecin-chef à côté de moi qui a un budget contraint tous les jours. C'est compliqué. On aimerait bien, et nous on est les premiers convaincus, tu le sais, tes sapeurs-pompiers également, qu'on aimerait mettre tous ces dispositifs en place. Aujourd'hui, on est obligé de faire avec un budget contraint parce que le SUAP n'est pas à la valeur qu'il devrait avoir dans les SDIS. Aujourd'hui,
Mais enfin, moi je connais des endroits où on a refusé d'acheter des pulsoxymètres à 50 € et où on a acheté des monitorings hyper compliqués à 1000 fois ce coût. Hein. Bon, alors voilà. Il faut un peu de bon sens là aussi. C'est peut-être la limite de la décision très localisée. Hein. Bon, enfin. Alors, on a une question, on a une nouvelle question ici. Bonjour à tous. C'est pas vraiment une nouvelle question. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire sur les coûts. Donc moi, je suis ambulancier en Dordogne. Vous avez parlé, monsieur, tout à l'heure du dispositif qui est en train de se mettre en place, qui n'a pas vraiment été essayé, qui existe depuis 1 an, qui a été attribué aux infirmiers sapeurs-pompiers. Les ambulanciers privés ont été sollicités, mais il faut savoir que cet appareil a un coût qui est entre 20 000 et 100 000 €. 70 000. Voilà, mais jusqu'à 100 000 € pour avoir tous les équipements. Vous parliez par exemple du stéthoscope électronique, qui est quelque chose d'extraordinaire. Le problème des ambulanciers privés, c'est que dans ces déserts médicaux, qui sont énormes en Dordogne, notamment dans le nord de la Dordogne, où cette valise a été installée, la plupart des compagnies d'ambulance sont des petites compagnies de 8 à 10 salariés, compagnies familiales bien souvent, et on les a sollicités pour cette télémédecine, y compris pour Nomadic, mais ils ne peuvent absolument pas, je ne veux pas les faire pleurer dans les chaumières, moi je ne suis que salarié très mal payé comme tous les ambulanciers, mais ils n'ont vraiment pas les moyens de s'équiper. Concernant les sapeurs-pompiers, les ISPV à qui ces matériaux sont adressés pour l'instant, c'est pareil, il y a un gros manque, je pense que vous ne direz pas le contraire, de volontaires pour assumer ces missions. Donc il y a un vrai problème malgré tout de coût. Tant que j'ai le micro, je me permets de saluer les intervenants, y compris les confrères suisses. Vous avez dit des choses, je pense que depuis la création de Secours Expo, n'ont jamais été dites et qui font vraiment plaisir à entendre. On est tous d'accord, il faut une évolution sur la formation. J'ai eu la chance de travailler aux États-Unis. On propose aux ambulanciers, je n'emploie pas le mot paramédic, j'emploie bien le mot ambulancier, car ce sont des collègues qui font le même métier que nous. Mais ils ont un panel de formation qui est extraordinaire. Pour un IMT, qui est l'auxiliaire du paramédic, on va dire, il y a peut-être 10-12 paliers de formation, l'IMT basique, l'IMT intermédiaire, l'IMT avancé, etc. Nous, on n'a vraiment pas grand-chose comme formation complémentaire, et c'est là qu'il faut, donc l'aspect financier et l'aspect formation qu'il faut vraiment développer. Sur le plan financier, il s'agit d'une question de développement du territoire et de médecine et de télémédecine. Et à mon sens, ces équipements qui coûtent en effet très cher ne peuvent pas être supportés par une société privée de faible envergure et doivent donc être financés par l'ARS, par l'État, enfin par un moyen de financement qui soit autre. Ou alors, il faudrait facturer ces interventions à un tel prix qui permettrait une certaine rentabilité. Donc pour moi, c'est du développement du territoire, de la réponse à des situations de déserts médicaux, et donc le financement doit venir de la santé. Alors, juste par rapport à ça, je rappelle pour ceux qui ne le savent peut-être pas, et je pense qu'on sera d'accord, une société d'ambulance a dans son parc roulant soit des ambulances traditionnelles, donc des petits gabarits, soit des véhicules de type ASU. L'ASU, c'est un véhicule équivalent à un véhicule de réa. Donc grand modèle, haut, on peut être dedans, on peut être debout à l'intérieur et effectuer de vrais gestes de secours et d'urgence. Le problème qu'il y a, c'est que ce véhicule va coûter, je me trompe peut-être pas trop, si je dis un tiers plus cher déjà, juste le véhicule. Ce véhicule, vous devez le suréquiper pour répondre à une attente de secours. Et également, ce véhicule donc, va partir, l'équipage va se mettre de fait un petit peu plus en danger s'il part sur une urgence. Le danger de la circulation. Arrivé sur place, je vais prendre un exemple d'arrêt cardio-respiratoire. On est sur un arrêt cardio-respiratoire, les 2 ambulanciers vont commencer à effectuer une réanimation. Un SMUR va arriver, va renforcer l'équipage et in fine, au bout de 2 heures, c'est bon, on n'a rien pu faire, on n'a jamais ramené le patient, il reste à son domicile, l'équipage plie le matériel,
a tout pourri, a sorti tout le matériel. Et résultat des courses, 2 heures, un équipage bloqué 2 heures, du matériel qui part à la poubelle, du temps qui est perdu, des risques qui sont pris. Et pendant ce temps, le véhicule de plus petit gabarit, qui lui fait des rotations hôpital-domicile, domicile-kiné, lui, il aura rentabilisé. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est un vrai problème, c'est la reconnaissance du tarif d'une intervention en urgence. Il faut arrêter on parle ambulance là, donc on va forcément parler facturation. Il faut arrêter de facturer l'intervention type transport. Il faut facturer la mission. Là, ce sera possible. Là, on aura des ambulanciers privés qui pourront investir réellement dans du matériel de télémédecine, du matériel sophistiqué avec des véhicules sophistiqués et un peu comme ceux qu'on voit là-bas, je ne donnerai pas la marque, mais un petit peu plus loin sur l'angle du salon de l'autre côté. Là, oui, mais ça, c'est une vraie question. Il y a comment demander, j'exagère volontairement, comment demander à quelqu'un qui va avoir des claquettes de monter l'Himalaya? C'est pas possible. Donc, il y a un moment, il faut donner les moyens, et je pense qu'il faut une vraie réflexion là-dessus, sur quels sont les moyens donnés aux ambulanciers privés pour qu'ils puissent effectuer leur mission de service public quelque part, parce qu'on est vraiment dans cette mission de service public. Ce n'est pas une question de remplacer les uns par les autres, c'est une question de compléter le dispositif. C'est là où vraiment il faut qu'on arrête. Je suis très content d'être avec toi ici. Moi, il y a quelques années, j'étais en bleu comme tu l'es aujourd'hui, pas en tant qu'infirmier, c'est avant d'être infirmier. J'étais sapeur-pompier volontaire et j'étais très content de ce que je faisais. Aujourd'hui, je suis infirmier, j'interviens auprès du CADSUF, mais aussi auprès de compagnies d'ambulance privées. Et je vois les difficultés qu'ils ont. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment une réflexion à faire au niveau national sur quelles sont réellement les motivations du ou des gouvernements qui se succèdent, quels moyens sont mis en place par les ARS, mais aussi par le ministère, par les différents ministères qui sont concernés par ce problème, pour que les ambulanciers privés puissent être réellement intégrés aux besoins du service public. Clairement, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ça. Bon, la conférence, normalement, est terminée. Je vais prendre une dernière question rapide et, s'il vous plaît, une dernière réponse rapide. Adrien Guéry, ambulancier et délégué au CADSUF en Corse. Moi, je voulais juste réagir à un commentaire de Laurent Facon qui disait qu'il faudrait que ce soit territorial au niveau de la réglementation. À l'heure actuelle, on a une réglementation qui est nationale, mais qui est incapable d'être mise en place au niveau territorial. Les ARS ne jouent pas le jeu. Il y a en fonction des départements, vous avez des ARS qui vont dire « oui, on peut faire ci », « non, on ne peut pas faire ça ». Alors que juste à côté, c'est « oui, vous pouvez faire ci », mais non, vous ne pouvez pas faire ça non plus. Et au sein de la même ARS de région en plus, hein, la même tutelle. Non, mais ils sont incapables de se mettre d'accord et de respecter déjà à la base des textes qui sont faits au niveau national. Chacun interprète comme il veut, et ça peut aller d'un département qui sont juxtaposés, quoi. C'est incroyable la différence qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. Donc comment vous voulez que les ARS qui jouent déjà de base pas leur rôle, par principe ensuite, augmentent les compétences des ambulanciers alors que parfois elles sont complètement rabaissées, quoi. J'entends votre remarque. Ma réflexion était plus sur la réalité, c'est-à-dire qu'on essaie de calquer des directives nationales avec des réalités qui sont différentes. En Ile-de-France, la réalité de proximité et de réponse médicale n'est pas la même qu'au milieu de la France, dans une zone rurale. Et c'était un peu dans cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut amener de la souplesse là où il y a des déserts médicaux et aller plus vite qu'une réglementation nationale qui traîne. C'était dans ce sens-là mon propos. Bien, de toute façon, nos invités sont à votre disposition si vous avez des questions plus personnelles. On se retrouve ici à 11h pour une conférence sur les modules courts de formation. Est-ce que les modules courts de formation sont pertinents aujourd'hui ou est-ce qu'il faut garder des modules beaucoup plus longs avec beaucoup plus de choses dedans? Voilà, on se posera la question. Donc à tout à l'heure. En gros, on reste assis donc. Je voudrais quand même que le public qui est en train de partir ne soit pas déçu par cette journée-là, hein, par cette Pourquoi session. le serait-il? Oui, parce qu'on a posé plus de questions qu'on a eu de réponses. Mais ça, moi, je vous remercie d'avoir permis de poser des questions. Parce que questions posées, en général, c'est solution qui va être trouvée. Il faut commencer par poser les questions et il faut remercier le public d'avoir participé à cette recherche de solutions. Eh bien, merci à tous. Et n'hésitez pas à continuer donc ce débat avec nos invités dans les travées du salon.